Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, des marchés qui décompensent un peu après l'échéance trimestrielle de vendredi. On a vu une forte baisse ce matin à l'ouverture, une baisse de 2% et plus pour les indices européens. Et puis une remontée lente et graduelle tout au long de la journée. On est encore sur une baisse substantielle, de l'ordre de 1% cette fin de séance pour les actions européennes. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen. Notez que Wall Street prend un chemin compliqué. On est en cours de séance sur les marchés américains, mais on est sur une baisse marquée là aussi des indices américains. La fin d'année est beaucoup plus volatile. C'est un fait établi désormais. Nous en parlerons bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Parmi les nouvelles du jour, sur le front des entreprises, on notera le bon deal opéré par BNP Paribas pour céder sa filiale américaine Bank of the West, une banque régionale d'importance aux États-Unis qui était la propriété de BNP Paribas depuis la fin des années 70. Quelques rumeurs avaient déjà laissé entendre que BNP Paribas souhaitait se séparer de Bank of the West. C'est chose faite avec un deal à plus de 16 milliards de dollars qui a été noué avec une banque canadienne, BMO, la banque de Montréal, qui va donc racheter Bank of the West. BNP Paribas cède ainsi donc son activité de retail aux États-Unis sur la base de 16 milliards de dollars. Je le disais, ce qui correspond à 20% de la capitalisation boursière de BNP Paribas aujourd'hui. Le titre BNP a fluctué tout au long de la séance, mais devrait terminer positif ce soir dans une séance de baisse, je le rappelle. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, on s'intéressera au vaste sujet des matières premières, les enjeux pour le secteur des commodities, des matières premières en 2022, alors qu'on est en train de terminer l'année avec une crise énergétique majeure, notamment en Europe. Et c'est Benjamin Louvet, gérant matières premières d'Ophi AM, qui sera avec nous en plateau à 17h45. Mais d'abord, les infos clés du jour en cette fin de séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen. Le rouge prend ses quartiers. L'inquiétude domine toujours face à la propagation du variant Omicron et ses effets sur la croissance économique. Au cours de la matinée, le CAC chutait de plus de 2% avant de se redresser un peu, rassuré par une annonce du laboratoire Moderna, selon laquelle l'injection d'une 3e dose de son vaccin multiplie par 37 la résistance face au variant Omicron. On relève aussi que parmi quelques hausses aujourd'hui, on retrouve Eurofins Scientifique ou encore Stedin et Biomérieux. Depuis dimanche, pour la période des fêtes de Noël, les Pays-Bas sont placés en confinement jusqu'au 14 janvier au moins. En France et sur cette même période, les festivités en plein air sont freinées. L'Italie pourrait pour sa part imposer le port du masque en extérieur et envisagerait un raccourcissement de la validité des passeports vaccinaux. Aux États-Unis, le conseiller spécial de la Maison-Blanche, Anthony Fauci, parle quant à lui d'un probable nouveau confinement, constatant un système hospitalier sous pression et de déclarer qu'Omicron se déchaîne à travers le monde. Omicron a été détecté dans 43 des 50 États. Et puis selon la Commission européenne, le variant a déjà été identifié dans plus de 80 pays et pourrait devenir dominant en Europe d'ici à la mi-janvier. Et puis des restrictions dans les voyages en Europe. L'Irlande, le Portugal, l'Italie et la Grèce imposent désormais aux Européens, même vaccinés, de présenter un test négatif à leur arrivée. L'Allemagne va de son côté imposer aux voyageurs non vaccinés en provenance de la France et du Danemark une période de quarantaine. Les incertitudes sur la croissance vont donc crescendo. Goldman Sachs a revu à la baisse ses anticipations de 2022 pour les États-Unis, tout comme la Banque de France ce matin. Si elle a relevé à 6,7% sa prévision pour cette année, elle ne table plus que sur 3,6% de hausse du PIB en 2022, du fait des tensions sur les approvisionnements et de la recrudescence de la pandémie en France. Donc, ce matin, le baril de Brent reculait de près de 3%. Focus sur une valeur aujourd'hui. BNP Paribas annonce avoir trouvé un accord avec la Banque de Montréal en vue de lui céder ses activités de banque commerciale outre-Atlantique pour 16,3 milliards de dollars. Demain, nous prendrons connaissance de l'indice de confiance des consommateurs allemands et européens en janvier et de la balance courante des États-Unis du 3e trimestre. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Julien Nebenzal est avec nous ce soir. Bonsoir Julien. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes le président de Futur IM. Olivier Ringard nous accompagne également. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements de Neuflize OBC et avec nous également ce soir Alexandre Baradez. Bonsoir Alexandre. Vous êtes chef analyste chez IG. On va parler bien sûr de 2022, mais peut-être que la fin d'année mérite quand même quelques commentaires. Une fin d'année un peu plus compliquée, plus volatile que ce qu'on a vécu précédemment, Alexandre. Alors, bon, il y a beaucoup de sujets, le variant Omicron, les perspectives de croissance, etc. Mais sur le plan technique, là, qu'est-ce que vous dites de la situation de marché sur les quelques séances qui nous restent? Bon, déjà, sur le plan psychologique, on peut quand même rappeler que on peut penser que c'est la somme de toutes les peurs qu'on a maintenant. En fait, c'est dur de faire pire. Alors, en intensité, ça peut aller plus haut, mais en termes de nombre d'items qui peuvent inquiéter le marché, sanitaire, tapering aussi, même si ce n'est pas le catalyseur, mais c'est venu se greffer là-dessus. Vous avez les questions du prix de l'énergie en Europe, par exemple. On voit les prix du gaz naturel qui ont une montée, de l'électricité. Des interrogations légitimes qui se posent par rapport aux résultats du 4e trimestre qu'on aura qu'en janvier. Donc, certains, effectivement, attendent de voir un petit peu la mouture du 4e trimestre avant de relancer l'année prochaine, peut-être plus de flux. Les questions un peu géopolitiques. Donc, on voit que, et puis, ce week-end, le sénateur américain qui a mis son veto, en tout cas pour l'instant, très probablement sur une négociation qui va se réouvrir, mais pour l'instant, ça termine mal l'année. Donc, on ne peut pas faire pire que ça en fait. Vous enlevez des éléments budgétaires, vous avez d'autres critères qui viennent se greffer là-dessus. Donc, on se disait, après les banques centrales, on va regagner en visibilité, et en fait, c'est tout l'inverse qui se passe d'une certaine manière. Mais à la fois, c'est pas la panique non plus. C'est-à-dire que si on regarde les niveaux de volatilité, par exemple, en Europe, la volatilité a grimpé de 30% par rapport à vendredi, mais sur des niveaux absolus, on est sur des niveaux de 27-28 de vol. La panique, c'est plutôt 35-40 qu'on commence à la voir arriver, et ne parlons pas de ce qui s'est passé au moment du Covid, où c'est monté beaucoup plus haut. Donc je veux dire que la zone de 20 à 35 ou 20 à 40, c'est un stress assez marqué. La couverture, c'est pas de la panique non plus. C'est-à-dire chacun va être, je pense, mieux positionné par rapport au niveau de valorisation qui juge être le meilleur, mais ça couvre quand même. Ça, on n'a pas le sentiment qu'on jette tout par les fenêtres parce qu'on ne sait pas où on va. Voilà. Donc plus on essaie de mettre le curseur, le juste prix sur les titres par secteur, mais ce qu'on voit quand même, c'est du risk-off généralisé. C'est vraiment les taux qui partent à la baisse, les actions, la vol qui monte, les matières premières qui baissent, les cryptos évidemment aussi. Tout va dans le même sens. Et du coup, c'est vrai que les taux, on se disait à une époque, on craignait que les taux montent trop vite, et moi le premier, par rapport à des politiques peut-être un peu trop restrictives à un moment donné, qui allaient devoir l'être. Et puis finalement, on a, et je trouve ça plutôt pas mal finalement dans la lecture du marché, c'est que les taux qui se replient aujourd'hui, ça veut dire aussi très probablement qu'on aura à un moment donné une sortie un peu synchronisée. C'est-à-dire que quand les actions vont commencer à se détendre, on le verra aussi sur les taux longs qui vont partir à la hausse. Là, en fait, les taux longs nous montrent une inquiétude. C'est intéressant. La baisse des taux, c'est un signal négatif pour les actions aujourd'hui. Ça ressemble vraiment à une phase de risk-off traditionnelle, ce qu'on connaissait avant finalement les banques centrales ou autres, quand on avait un peu de crainte sur la croissance ou autre, on priçait ça avec des taux qui partaient à la baisse. Donc ça redevient un petit peu la norme, et tant mieux. Donc, le marché passe à un petit peu autre chose. Après, c'est vrai que sur le niveau technique, on va pas être trop long, mais il y a eu des gaps formés ce matin à la baisse, donc c'est des gros trous de cotation. Moi, j'aime bien les gaps quand ils sont à la baisse, parce que comme le marché historiquement ne fait que monter, on sait qu'à un moment donné, on les reprendra. Donc c'est pas est-ce qu'on va les reprendre, c'est quand. Voilà, comme toujours. Et le quand, à moins d'avoir un drame devant nous qui s'ouvre, on peut pas avoir le drame de 2020, si vous voulez, un Black Swan comme ça, on est déjà passé par là. Donc, normalement, la baisse sera moins forte, donc le trou de cotation, il ne faut pas être trop pressé d'y aller non plus, mais ça veut dire que le marché va le reprendre. Moi, donc, je serai aussi à partir du moment où on aura repris le gap, et qu'on montera un petit peu sur les dernières crêtes qu'on a touchées sur les indices récemment, un 15 008 pour le DAX, le CAC 6 008 aussi, voilà, ces niveaux-là redeviendront des points d'entrée une fois qu'on aura repris ce gap. Pour l'instant, fin d'année, liquidité un peu plus faible aussi, encore un peu de prudence pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut dire, Julien, peut-être du point de vue de la saisonnalité, je ne sais pas, en fin d'année? Est-ce qu'il y a généralement une saisonnalité positive pour les marchés? Est-ce que ça, statistiquement, c'est une règle qui fonctionne? Est-ce qu'après une année telle qu'on l'a connue, tellement en dehors de toutes les normes, y compris sur le plan des performances boursières, est-ce que la saisonnalité de fin d'année a encore du sens? Est-ce qu'on peut avoir un rallye de Noël? Pour dire les choses clairement. Alors la saisonnalité novembre à mars, c'est globalement positif. La deuxième quinzaine de décembre est globalement positive. Voilà, ça répond, je pense, à la question. Très clairement. Est-ce que c'est toujours le cas? La réponse est non. Donc on n'en sait pas plus. La statistique sur la deuxième quinzaine de décembre, elle est là, elle n'est pas très forte. Celle de novembre à mars, elle est plutôt bonne. On peut plutôt s'appuyer là-dessus. C'est le fameux sell in May and go away. Donc on peut s'appuyer là-dessus. Il y a en plus la situation de mid-term, où on sait que quand ça se passe mal, les années où ça se passe mal dans les mid-term, c'est la deuxième partie de l'année, pas la première partie de l'année. Donc on peut avoir un petit peu
toujours en saisonnalité, Ah ouais, un je peu des comprends. respirations positives. Et puis, alors si on veut aller jusqu'au bout de ce type de statistiques, les années en deux, les 2002, 2012, 2022, le début d'année n'est pas mauvais. La suite, en général, est moins bonne. Mais ça, ce n'est que la statistique. Et on trouvera certainement, en cherchant bien, une année en deux comme 32, qui va... Non, mais ça, 1932, qui va dire l'inverse. Bon. Voilà ce qu'on peut dire sur la saisonnalité. Je prendrais un contrepoint par rapport à ça, qui est un des rares tweets que j'ai fait en juin, un des rares tweets que j'ai fait, et là c'était au mois de juin plutôt, où je citais une étude, un sondage de marché où on était interviewés, nous, et on posait la question, qu'est-ce que vous pensez entre la performance du marché obligataire et la performance du marché action? Et je suis tombé sur le résultat, tombé de ma chaise véritablement. 3% des gérants interviewés pensaient que le marché obligataire pouvait surperformer le marché action. Donc 97% des gérants pensaient que les marchés actions allaient surperformer le marché obligataire. Bilan des courses, en tout cas en Europe, parce que c'était un sondage posé en Europe, bilan des courses... Personne ne pensait que les taux pouvaient rebaisser. Si je traduis, c'était à peu près c'est l'idée, relatif quoi. aux actions. Relatif, d'accord. Je mets 100 € sur les taux, je mets 100 € sur les actions, où est-ce que je gagne? 97% disent les actions. Bilan des courses, le Bund, depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, il a monté. Et bilan des courses de l'autre côté, l'Eurostoxx ou le DAX n'a pas monté. N'a rien fait. Voilà. Donc je pense qu'on est parti fin juin, j'ai parlé à plusieurs reprises, l'extrême, à mon avis, de sentiment de marché. On est parti sur une position tellement forte qu'on est en train encore de la digérer en quelque sorte, et que ça n'est pas terminé. Donc les mouvements là qu'on voit, alors Alexandre parlait de gap, ces mouvements successifs qu'on voit à la hausse ou à la baisse, je pense que ça va continuer encore un petit peu. Donc je vais moins m'accrocher à la saisonnalité, qui est plutôt bonne. Je vais plus essayer de regarder si le comportement change. S'il y a un phénomène de panique, Alexandre disait qu'il n'est pas arrivé, je suis d'accord, il n'y a aucun phénomène de panique nulle part, aucun endroit. S'il y a peut-être un excès d'optimisme qui se reforme, je ne suis pas sûr qu'il y en ait non plus, mais il faut être attentif. Donc plus que la saisonnalité, la manière dont le marché va digérer cet excès d'anticipation, tant sur les marchés d'actions que sur les marchés obligataires. Mais partant de cet excès, effectivement, que vous avez relevé au début de l'été, on en a parlé régulièrement avec vous, Julien, si c'est un point clé, effectivement, de votre analyse et de la stratégie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut revenir sur le marché obligataire, il faut racheter des dettes d'État encore aujourd'hui? Alors, nous, on est quand même assez tranchés. On a passé 1 an et demi sans aucune obligation. On en a racheté un petit peu donc, au mois de juin dans le contexte. D'accord. En tout cas, on s'est excès de sensibilisé. positionnement, enfin excès de Et on a psychologie du quitté marché. quasiment les actions pour ne pas avoir la volatilité qu'on escomptait. Alors, ce qu'il y a en ce moment, c'est plutôt de la volatilité que de la performance. Puisque, encore une fois, les niveaux de fin juin de l'Eurostoxx 50, c'est les niveaux actuels. Les niveaux du DAX, je crois que le DAX doit être un peu en dessous, et le CAC un peu au-dessus. Voilà. Mais enfin... Grosso modo, entre fin juin et maintenant, on n'a rien gagné. Alors, on a eu de la volatilité. Donc, il y a certainement des gens qui ont pu vendre au plus haut, acheter au plus bas, ça, je n'en doute pas. Mais globalement, si on s'est tenu à l'écart du marché, on n'a pas eu de volatilité. Ce que je pense là, c'est que cette période-là, elle n'est pas terminée. Et donc, ce que nous nous imposons, et ce que je propose finalement comme schéma d'interprétation, c'est d'être très patient. C'est de continuer à être extrêmement patient. Je ne vois pas de raison qui indique que le marché obligataire va s'écrouler, ni que le marché d'actions va s'envoler à la hausse. Mais je ne sais pas comment tout ça va se former et je ne peux qu'attendre l'apparition d'événements qui permettent de reprendre une position peut-être plus marquée que celle que je viens de décrire, qui est somme toute conservatrice. Oui, je comprends. Intéressant le point sur le marché obligataire. Alors venant effectivement d'un excès de positionnement ou de perception du marché au début de l'été, parce que quand on refait le match de l'ensemble de l'année 2021, Olivier, et c'est suffisamment rare pour le noter, le marché obligataire n'a rien rapporté, voire à enlever ou coûter de la performance à un investisseur qui était investi sur de la dette d'État au 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, où je dis dette d'État ou dette d'entreprise assimilée à de la dette d'État, pour dire les choses. Effectivement, il n'y a pas vraiment une match, en fait, quand on regarde la performance des marchés d'actions contre la performance des marchés obligataires. Depuis le début de l'année, vous avez des marchés actions occidentaux qui sont sur des performances, on va dire, entre plus 15 et plus 25%, et des performances des marchés obligataires, dette d'État, et marchés obligataires, obligations d'entreprise de bonne qualité qui sont sur des performances de l'ordre de moins 1% depuis le début de l'année. Donc on a
sur la partie obligataire, la matérialisation d'un monde dont on parle depuis quelques temps maintenant, à savoir le monde où les espérances de rendement de tout ce qui est qualifié comme sans risque ou approché comme étant sans risque ne rapportent plus rien, ce qui crée une vraie difficulté pour reconstruire l'allocation d'actifs. C'est non seulement il n'y a plus de rendement, mais en plus il n'y a plus de valorisation, de revalorisation du papier dette. Du papier obligataire. dette, oui, tout à fait. Et donc ça pose évidemment la question de la construction de l'allocation d'actifs. Et traditionnellement, on avait pour habitude de dire que les actions pouvaient pallier à cela. Et cette année est une représentation de cela. Ceci dit, sur la partie action, l'année n'a pas été aussi simple que cela, puisque quand vous voyez les différences de performance régionale entre des marchés européens qui sont entre plus 15 et plus 25%, des marchés américains qui sont plutôt autour de plus 25%, et des marchés émergents qui sont plutôt autour de 0%, voire moins 20% pour le marché chinois, vous voyez une disparité de performance qui est considérable. Quand vous regardez à l'intérieur des régions, là aussi vous avez des différences qui sont assez significatives. Le marché américain, entre un Standard & Poor's 500 qui fait plus 25% et un Russell 2000 qui fait plus 12%, là aussi vous avez un écart assez important. Sur le marché européen, entre un CAC qui est à plus 27 et un DAX qui est à plus 13, là aussi, vous avez une différence très importante. Donc l'allocataire avait quand même les moyens de bien se tromper cette année. Il fallait quand même être agile et identifier les marchés qui pouvaient réellement surperformer par rapport à ceux qui étaient susceptibles de sous-performer. C'est quoi les enseignements que vous tirez de cette situation ? Alors, les marchés sont positifs, mais cette situation de dispersion que vous décrivez justement, Olivier. Cette situation de dispersion, elle est le reflet d'une certaine manière des incertitudes que nous avons aujourd'hui sur d'abord le très court terme, donc Omicron et ses conséquences sur la croissance économique pour les 3 prochains mois, et au-delà, ses répercussions sur l'inflation, puisque Omicron peut de nouveau perturber assez sensiblement les chaînes de production. Et puis l'autre élément qui explique vraisemblablement ces différences de performance, c'est une banque centrale américaine qui nous a très clairement indiqué qu'elle souhaitait normaliser ses perspectives, sa politique monétaire. Et cette normalisation, elle s'appuyait cette fois-ci non plus sur le thème de la croissance, mais plus sur le thème de l'inflation. Bien sûr. Et il faut lutter contre l'inflation. Et ce discours, il est assez nouveau. On ne l'a pas beaucoup entendu au cours de ces 20 dernières années, puisque c'était plutôt la déflation dont on parlait beaucoup. Et ça peut être un élément assez important pour les investisseurs l'année prochaine. On va y revenir parce que vous avez un scénario sur le marché américain assez intéressant. Vous voyez notamment un dollar qui pourrait continuer de se renforcer encore à travers l'année 2022, peut-être jusqu'à 1,05 si on prend la parité euro-dollar. Donc vous nous expliquerez effectivement comment vous arrivez à cette conclusion de marché. Mais si on reste sur les enjeux un peu techniques justement et notamment indiciels, Alexandre, dans le sillage du descriptif que faisaient Julien et Olivier de la situation de marché, il y a également cette situation d'hyperconcentration. C'est-à-dire que ce qui explique aussi les écarts de performance, c'est la construction des indices. Et alors, aux États-Unis, ça devient presque dément. C'est-à-dire que c'est 5 valeurs, on le sait, on les connaît, qui prennent toujours de plus en plus de points dans les indices et dans la performance des indices. Oui, le Nasdaq, les 5-6 plus grosses valeurs, c'est 2 tiers de la perf du Nasdaq cette année. Donc c'est quand même assez... L'histoire n'est pas nouvelle, mais elle se prolonge. Depuis quasiment presque 10 ans maintenant. Et effectivement, c'est encore un peu plus durci cette année où on voit qu'effectivement, il y a une partie cœur du Nasdaq qui n'a pas performé du tout. Et effectivement, c'est la partie assez classique, on va dire, connue, les GAFTAM qui ont grimpé. Et c'est vrai qu'il y a des grosses distinctions d'un indice à l'autre. C'est vrai que le Russell 2000, par exemple, là où on se part, il est en train de taper un support qui était en fait son précédent range, il était sorti par l'autre de ce range, avait marqué un record historique, il a réintégré le range, il tape le bas du range. Alors, moi, le sentiment qu'on a par rapport à ces small caps, c'est qu'effectivement, on va avoir un peu de rotation dans les mois qui viennent, mais il est possible qu'on ait ce qu'on appelle des bear traps, c'est-à-dire qu'en gros, on sorte brièvement par le bas de ce range, mais les valorisations des small sont venues sur des niveaux parfaitement acceptables par rapport à cette valorisation. Après, il y a l'effet TINA dont on reparlera un petit peu, mais le risque qu'on a, c'est que le marché balade un peu, c'est-à-dire qu'il reste quelques semaines d'un perché, il casse un nouveau record, mais réintègre la zone, sort par le bas, mais pour aller beaucoup plus bas. Pourquoi sortir et aller beaucoup plus bas, même si les prévisions de croissance sont un peu révisées ou autres, la Fed, on a bien compris que le pilotage de la politique monétaire, ce qui fait mal aujourd'hui, c'est la question, on arrête tout en 3 mois, quoi, à peu près. Donc, les taux, c'est encore autre chose, et après, il y a la taille du bilan.
Alors évidemment, moi je pense que Paul va quand même y aller. Je pense que la Fed ne va pas y aller trop tard. C'est-à-dire que le temps qu'on avait pris après la crise subprime, c'était un temps long. On avait fait les choses. Le bilan avait d'abord plané pas mal presque 2 ans, 2 ans et demi avant de commencer à baisser. Et il avait un peu baissé quand la Fed avait dû réagir à nouveau. Là, je pense qu'ils vont y aller un peu plus vite. Mais que c'est pour des marchés comme le Russell 2000 ou autre, c'est des choses qui sont déjà intégrées, enfin une partie en tout cas, ça me semble moins intégré sur les grosses tech américaines que sur les small caps. Je verrais bien finalement des faux signaux. C'est en gros tous les trous d'air qu'on aura sous le range du Russell 2000 pourraient être plutôt des niveaux pour commencer à accumuler que de se dire il y a un sommet qui se forme et on va partir pendant 2 ou 3 ans à la baisse. Alors que sur le Nasdaq, c'est vrai qu'aujourd'hui l'effet TINA il a considéré parce que le gros argument aujourd'hui c'est de dire ouais, mais les taux négatifs les taux réels sont toujours très négatifs. Pourquoi aller sur autre chose que les actions? Mais le taux réel même négatif, vous avez la certitude de ne pas perdre plus. C'est-à-dire que, entre vous dire... Vous savez ce que vous allez perdre. Voilà, c'est un peu ça. Donc, comme quand on loue un coffre-fort à la banque, on sait que ça nous coûte tant pour préserver ses lingots, ses montres, ce qu'on veut. Ça va être le moment où on va commencer à peser ça. C'est est-ce que je suis pas à perdre un petit peu ou est-ce que je reste investi sur la croissance, mais si ça se passe mal, je peux me prendre des moins 20, moins 30, j'exagère un petit peu, mais il y a ce risque-là. Et donc on sent ce flottement où finalement les taux réels restent quand même très très bas. On est encore à moins 1 sur le 10 ans réel US et pourtant le Nasdaq n'a pas refait de nouveau plus haut et on sent plus cet effet un peu élastique dans notre sens qu'on a eu toute finalement l'année et demie qu'on vient de vivre. Ouais. La concentration des indices, c'est un sujet récurrent, mais est-ce que c'est un sujet de fragilité du marché? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette hyper-concentration indicielle aux États-Unis? Mais bon, le CAC 40 aussi est très concentré en valeur de luxe, de plus en plus. L'Eurostoxx 50 également, avec l'arrivée d'Hermès ou de Richemont. Est-ce que ça pose des problèmes de fragilité de marché, Julien? Alors la réponse est oui, mais il faut un tout petit peu la détailler. On appelle ça... ça fait partie du champ de l'analyse technique, le taux de participation d'un marché. Il y a notamment un indicateur qui porte un nom assez rigolo qui s'appelle Hindenburg, qui dit justement quand il y a un risque matérialisé par cette faible participation du marché. Alors, il y a une tendance longue que rappelait Alexandre, mais il y a aussi... le fait que depuis quelques mois, le nombre de valeurs qui participent, je ne vais pas dire à la hausse ou à la modeste hausse, enfin la consolidation, le nombre de valeurs qui participent à cette dynamique baisse régulièrement. Donc, on appelle ça donc une participation en baisse. Le taux de participation décroît. Et ce qu'on dit souvent, c'est attention, quand il se passe ça, c'est la fin du mouvement de hausse des prix. Alors, c'est là qu'il faut un tout petit peu développer. C'est pas exactement ça. C'est le fait que cette structure de marché, avec une plus faible participation, rend le marché plus vulnérable à des nouvelles. Encore faut-il que ces nouvelles se matérialisent. Parce qu'on peut avoir des moments à l'intérieur d'une grande séquence haussière où le taux de participation recule pour ensuite repartir. Donc ça n'est pas un signal en tant que tel. C'est juste un élément descriptif. C'est un petit peu comme si on disait... il y a peu de couverture dans le marché. Il y a des gens, par exemple, qui analysent les marchés d'options, enfin, moi je le fais très régulièrement, bien sûr, et qui disent « Ah, le marché n'est pas très protégé ». Mais c'est pas pour autant qu'il va baisser. Non. Il faut qu'il y ait un événement qui vienne surprendre, en fait, les investisseurs qui, là, sont pris de court. Alors, la raison pour laquelle le taux de participation est souvent cité, c'est que, comme il y a un nombre de valeurs qui ne progressent plus, donc elles baissent lentement, ça veut dire que les prix moyens des gens, eh bien, on est en train de les rejoindre, certains opérateurs commencent à être en perte, et dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est sur ces valeurs qu'on déclenche. Voilà. C'est pour ça que le taux de participation est à suivre, mais ça n'est pas un indicateur en tant que tel de sommet de marché. On est encore, à travers l'analyse des cycles, que vous maîtrisez parfaitement, Julien, on est encore à un moment où on peut imaginer une participation qui se réélargirait, justement? Alors, il y a la partie du cycle économique, la dynamique du cycle économique. Le point bas pour nous, c'est 2019, début 2019. Le prochain point bas, c'est quelque part en 2022. Qu'est-ce qu'on entend par point bas? C'est la vitesse de l'économie qui est la plus basse. Ça veut pas, donc on ne parle pas des récessions, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la dynamique, le momentum de l'économie. Je m'attends donc à ce que l'économie mondiale décélère, enfin, que la croissance baisse de rythme pour atteindre un rythme probablement d'ailleurs assez bas. Alors, au quatrième trimestre 2022, dans le monde, aux États-Unis, on aura un rythme de croissance qui sera sans doute
assez faible ou assez proche de ce qu'on pouvait observer historiquement. Voilà, à mon interprétation des cycles, oui, je prendrais, et pour moi c'est un indicateur, l'exemple de l'ISM manufacturier, que je cite assez souvent parce qu'on a une statistique longue et robuste. On commence en 1945, on a vraiment beaucoup de recul là-dessus, qui vaut autour de 60. Je pense que dans le cours de l'année prochaine, il passera sous 55. Si ça se matérialise, pas sous 55, alors à ce moment-là, je crois que j'aurai les conditions de la réalisation de cette moindre croissance. Et peut-être que le marché des actions va commencer à escompter le futur de ça, qui normalement est une reprise cyclique. Ça va de soi, puisque la mécanique est cyclique. Donc, je n'attends pas du côté de l'information économique courante, classique, je n'attends pas de support au marché des actions dans les mois qui viennent. Du côté du marché obligataire, j'ai plutôt, dans les cycles, un peu de fermeté, un peu de solidité. C'est pour ça que dès que j'ai vu que le sentiment, au mois de juin, commençait à être vraiment très étrange, je me suis dit, voilà, qu'il y a un élément qui va un petit peu en support. Alors, tout ça n'est pas très, très cohérent, je le reconnais, avec des banques centrales qui veulent normaliser, etc. C'est-à-dire qu'elles sont au contraire en train de dire, mais la croissance est extrêmement robuste, on peut y aller. Ceci étant, elles peuvent aussi décaler dans le temps leurs opérations, rester pragmatiques. Je crois qu'elles ne cessent d'ailleurs de parler de ça, de dire qu'elles vont rester pragmatiques. On voit déjà que la croissance à court terme en Europe, pour certains pays, est déjà pas mal obérée, ne serait-ce qu'avec l'aspect sanitaire. Alors, après, on verra des trimestres à zéro pour certains pays en Europe au 4e trimestre, au 1er trimestre 2022. Voilà. Et après, qui sera déjà une surprise par rapport à ce qu'on imaginait. Il y a des éléments comme Omicron qui évidemment ne participent pas de mon raisonnement de cycle parce que je ne les connais pas. Et puis la toile de fond de tout ça, c'est que la dynamique d'inflation est vraiment repartie. Donc aujourd'hui, selon ce qu'on regarde, les zones qu'on regarde en inflation annuelle, variation des prix à la consommation de l'ordre de 2 à 5%, selon où on regarde, je pense que ces chiffres, on va les maintenir pendant 2-3 ans avant qu'ils n'augmentent. Donc je pense que le monde d'inflation est un monde qui est pris, le ciment est pris, et ça va durer un certain temps. Si je résume, la toile de fond. Mais si j'essaye de traduire ça, il y a plus de risques à la baisse sur la croissance et plutôt des risques à la hausse sur l'inflation encore devant nous. C'est un peu comme ça que vous voyez les choses sur la suite. Je disais toile de fond, j'ai mélangé des temporalités. À la toile de fond, je raisonne sur quelques années. La croissance, quand je parle de moindre croissance, ralentissement de la croissance, c'est plutôt 2022. D'accord. Ce n'est pas en soi. D'accord. Je ne parle pas d'éléments structurels. Donc le risque pour 2022, c'est des déceptions sur la croissance. Je pense. Je pense. Alors, je ne sais pas d'ailleurs chez Neuflis, parce que le scénario américain est très intéressant, Olivier. Je ne sais pas s'il va en contradiction de l'analyse que propose Julien. Je tiens à rappeler qu'en début d'année, l'euro-dollar était à 1,20. Vous étiez venu nous voir. Donc, tout le monde voyait 1,25, 1,30, 1,35, 1,40. Tout le monde voyait le dollar se débaser. C'était la grande idée de début d'année. Vous étiez venu nous dire, chez Neuflis OBC, on a beaucoup discuté. Ça n'a pas été facile. On dit 1,15 pour la fin d'année. On est à 1,13. Donc déjà, premier point, ça mérite peut-être quelques commentaires a posteriori. Et puis, vous n'arrêtez pas là. C'est-à-dire que vous doublez la mise d'une certaine manière. Votre scénario américain vous amène à envisager un euro-dollar à 1,05 désormais fin 2022. Alors je veux bien que vous me racontiez cette histoire, Olivier. Sur la prévision 2021, je vais rappeler ce que disait Greenspan. Je crois qu'il disait que sur le change, on a plus de 50% de chances de se tromper. Donc là, je pense qu'on avait vraiment peu de chances d'avoir raison, mais on a eu raison sur cette année 2021. Et sur l'année 2022, on réédite, si je puis dire, le pronostic sur ce dollar qui devrait continuer de se renforcer sur une idée maîtresse qui est celle que l'inflation est un problème pour la Banque centrale américaine. L'inflation a été un élément du débat cette année, avec certains qui considéraient que l'inflation était transitoire, d'autres qui considéraient que l'inflation était persistante, et puis certains considéraient qu'éventuellement elle était structurelle. Notre analyse est la suivante sur ce sujet-là, c'est l'idée qu'en fait, on a un peu de tout ça dans l'inflation que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a du transitoire qui est lié à une demande qui a été très très forte au cours de ces derniers mois, boostée par les soutiens budgétaires. On a du persistant avec des chaînes de production qui sont désorganisées et qui restent malheureusement désorganisées avec des stop and go qui sont dictés par la situation sanitaire. Et puis enfin, on a une dimension structurelle qu'on a du mal à apprécier, mais dont on perçoit quelques éléments. Et le principal élément aujourd'hui de notre inquiétude, si je puis dire, sur cette inflation structurelle aux États-Unis, c'est le marché de l'emploi. Si vous regardez le marché de l'emploi américain, aujourd'hui, son taux de chômage est à 4,2%.
Avant la crise, nous étions sur un taux de chômage début 2020 de l'ordre de 3,5%. Donc il a fallu moins de 2 ans pour que le marché de l'emploi se normalise. Comparez cela à la crise précédente, 2008. Crise particulière, parce que crise financière, mais crise quand même cyclique, traditionnelle, où le taux de chômage américain était autour de 4% juste avant la crise, est monté à 10%, un peu au-delà au cours de l'année 2010, et il a fallu quasiment 8 ans pour que le taux de chômage retombe en dessous de 4%. Donc on a une banque centrale américaine qui s'aperçoit que ce marché de l'emploi aujourd'hui est normalisé et qui s'aperçoit que les tensions sur ce marché de l'emploi semblent extrêmement fortes, avec des progressions salariales qui sont quand même assez dynamiques, puisqu'on est sur des progressions de l'ordre de 5%. La conséquence, c'est qu'on a une banque centrale qui, à notre sens, est en train de basculer dans un schéma qu'on a peut-être un peu oublié, à savoir que la Banque centrale américaine va durcir pour conserver l'inflation sous contrôle et qu'en conséquence, elle va être moins sensible aux conditions financières. La conséquence de cela, en termes de marché, elles sont pour nous assez nombreuses. D'abord, le dollar va naturellement continuer de se renforcer face à une banque centrale européenne qui, elle, ne va pas faire grand-chose. Le taux de 10 ans américain va, à notre sens, plutôt remonter. On a une cible pour la fin de l'année 2022 qui, là aussi, a été beaucoup discutée à 2,60. Donc une année normalement assez baissière pour les marchés obligataires. Donc on reviendrait largement au-delà des niveaux qui prévalaient avant la crise. On avait démarré 2019 à 1,90 sur le 10 ans américain. Là, on reviendrait sur les niveaux qu'on connaissait fin 2018. C'est ça. Fait, oui. Parce qu'une banque centrale va durcir l'année prochaine son taux directeur et en 2023, et parce que l'inflation va être persistante et un peu plus que persistante, et donc va pousser les taux longs à la hausse. Et la conséquence de cela pour la sphère action, c'est sans doute une volatilité plus importante que celle qu'on a eue cette année. Quand vous regardez les marchés européens, la baisse maximum, c'est de l'ordre de 7%. Les marchés américains, la baisse maximum, c'est de l'ordre de 5%. Sur la base du scénario que je vous décris pour l'année prochaine, ça sera sans doute une volatilité qui sera un peu plus élevée. Pour autant, on conserve un biais légèrement haussier sur la classe d'actifs actions l'année prochaine, avec une progression plutôt à un chiffre des marchés d'actions, donc sensiblement inférieure que ce que l'on a pour l'instant cette année, et qui est généré grâce à quoi ? Grâce au fait qu'on a quand même un peu de croissance encore, avec une croissance qui va rester au-dessus de son potentiel, en particulier au premier semestre, et un peu de croissance des résultats des entreprises. Mais ça veut dire quand même que l'histoire de croissance, elle est en train de s'effacer là, au cours de 2022. Elle s'étiole. Oui, parce qu'à 2,60 sur le 10 ans, un dollar aussi fort, le marché va très vite penser récession à un moment sur l'économie américaine. Peut-être pas l'an prochain, j'en sais rien, mais je me mets dans la configuration. Le risque, effectivement, c'est que le premier semestre soit assez solide, avec des ISM qui soient au-dessus de 55, et puis le deuxième semestre soit un peu moins solide, parce qu'on ressent déjà les premiers effets du durcissement de la politique monétaire américaine. On s'aperçoit que la Banque centrale américaine continue, et toujours dans sa dynamique de durcissement de sa politique monétaire, et qu'en face, on a un momentum économique qui continue de s'affaiblir, et donc un deuxième semestre qui est potentiellement plus agité sur les marchés d'actions. On faisait le calcul avec l'équipe de Natixis jeudi dernier, parce que en plus il y a la manière de mesurer la croissance américaine. Si on prend quatrième trimestre 2022 par rapport au quatrième trimestre 2021, oui, on sera sur une croissance américaine qui sera peut-être 2% ou moins. Donc on sera vraiment sur un affaiblissement de la croissance américaine en fin d'année 2022 par rapport à, en moyenne sur 2022. On espère que ce sera une croissance américaine effectivement supérieure au potentiel, mais fin d'année, ce sera sans doute plus compliqué. Alexandre. Et puis un 0,5, est-ce qu'on peut y aller ? Un 0,5 sur le Rodol. Ce que disait Olivier, qui est intéressant, c'est vrai que pour autant, le marché, c'est vrai qu'il price ça maintenant. C'est-à-dire que la zone de danger technique pour le marché, c'est maintenant. On le disait tout à l'heure, le Russell qui est appelé support, le DAX, Julien l'a bien décrit, finalement, le DAX, il consolide, il distribue, il a énormément rallié comme la plupart des gros indices, et il ne cesse de... Alors, c'est une distribution qui n'est pas en canal parfait, c'est plutôt une espèce de porte-voix comme ça, mais les niveaux qu'on a actuellement, c'est des niveaux qu'on connaissait déjà en mai-juin. Donc là, le DAX qui retombe, je crois, pour la 5e fois vers les 15 000 points, le danger, il est maintenant. Alors, est-ce que le marché, du coup, ces inquiétudes va les matérialiser maintenant, poussant peut-être les banquiers centraux à lisser peut-être que la Fed, par exemple, a lissé un peu plus le message, à un moment donné, s'il s'avère que les anticipations sont un petit peu trop agressives à court terme, peut-être, mais il me semble que le risque correctif, je ne dis pas ça parce que ça baisse aujourd'hui, mais
techniquement, c'est maintenant qu'on est sur des supports. Le Nikkei, par exemple, au Japon, alors ce qui est marrant, oui, il tient pas trop mal, donc ça place une refuge asiatique, mais c'est pareil, c'est un long range. Là, on s'est un petit peu replié, un peu plus milieu, tiers inférieur du range. Donc, c'est des zones qui, c'est toujours dangereux quand on arrive au bas de zone de consolidation. Si le marché veut se faire peur, c'est là qu'il peut y aller. Et effectivement, c'est là, si on claque une porte un peu fort, et donc on parlait tout à l'heure des événements qui peuvent arriver que le marché price pas. C'est quoi? Est-ce que c'est l'Ukraine? Est-ce que c'est un truc sur l'immobilier en Chine? La Chine, c'est vrai qu'on a du mal à mesurer. Je ramène ça dans le débat, mais on voit que ce qu'on mesurait très bien jusqu'à présent, c'est sur l'obligataire privé en Chine, donc dans lequel vous avez tous les promoteurs immobiliers, leurs obligations, le high yield en Chine, il avait largement décru. Comparé le high yield US et le high yield de Chine, c'est totalement divergent. Et pour autant, depuis qu'on a toutes ces consommations de mauvaises nouvelles, c'est-à-dire ces dégradations de Evergrande par S&P, par Fitch ou autre, la qualité, enfin la valeur des obligations en Chine high yield ne s'est pas redégradée. C'est-à-dire que le point bas est touché un petit peu début novembre, je crois. Les mauvaises nouvelles font plus baisser, quoi. Voilà, donc est-ce que c'est un peu en mode Lehman à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a déjà un marché qui a fait le boulot, et puis Lehman, c'est le truc qui fait la capitulation et on repart. Est-ce qu'on est face à ça, donc un événement inattendu qui arrive? Mais en tout cas, je pense que si le marché doit s'inquiéter, encore une fois, c'est maintenant. C'est-à-dire que s'il ne purge pas, je ne vois pas repartir vers les sommets, marquer de nouveaux records. Et au second semestre, une fois que le temps Trump fait moins de la fête qu'on n'a pas eu auparavant. C'est maintenant qu'on évalue et qu'on teste les limites du scénario 2022. Quoi. Les pics de vol ou autres, soit on construit un vrai bottom de vol, et ça part encore dans les semaines qui viennent, donc on construit une vol à 35-40, mais vraiment de manière graphique régulière, soit on a vraiment un stress là assez fort, un Nasdaq qui fait -5, -10 assez vite, peut-être -15 à un moment donné, et puis après on range et on ressort. Moi je pense encore une fois que le risque il est vraiment maintenant, et marché il est sur les premiers semestres, plus au premier semestre que sur le second semestre. Donc peut-être en une anticipation de ce que Olivier dit en amont. 1,05 sur l'euro-dollar. Je sais pas, le dollar, c'est boule le dollar. La construction graphique, l'analyse technique du dollar index, oui, c'est haussier. Le cycle du dollar cette année ne répond pas, enfin le comportement du dollar cette année ne répond pas tout à fait à son cycle. On est sur une partie plutôt descendante du cycle du dollar. Alors le point haut du dollar est en 2016, si ma mémoire est bonne. Là, on vient d'assister à un passage... 1,05, ça devait être ça, 2016. Le point bas du dollar, ou vous dites? Le point haut du dollar. Haut du dollar, oui, c'est ça. On avait dû aller chercher 1,05 en 2016, après l'élection de Donald Trump. Sur l'euro-dollar, on est en train de faire un 20,10 cette année. Ouais. Effectivement, c'est baissier euro, c'est haussier dollar, mais c'est un petit mouvement à l'intérieur de tout ce qui se passe. Donc je ne suis pas sûr que... Alors 1,05, c'est tout à fait possible. Je me prononce pas là-dessus. Du point de vue, encore une fois, des graphiques, de la tendance actuelle, c'est quelque chose qui est possible. Mais ça n'appartient pas au cycle du dollar. Le cycle du dollar, il doit réagir, enfin jusqu'à présent il l'a fait, il l'a pas cette année, doit être beaucoup plus proche de ce qui se passe sur les matières premières que des écarts de politique monétaire quand ceux-ci se matérialiseront, quand le marché va les anticiper, puisque ce serait le cas aujourd'hui. La Fed irait plus vite que la BCE, donc forcément c'est favorable au dollar. Dont acte, c'est possible que ce soit le soutien, mais le véritable lien, il est beaucoup plus du côté de matières premières, lesquelles ont globalement sur 5 ans doublé de valeur. Je reprends toujours 2016-2017 par rapport à maintenant, pour faire l'analogie avec le dollar, doublé de valeur, et sont inscrites dans une tendance haussière, alors là pour le coup très très robuste. C'est pour ça que je ne vais pas me concentrer trop sur la valeur du dollar. 1,05 me semble encore une fois tout à fait possible, mais je ne serais pas surpris que le dollar rebaisse, je dirais, à horizon 2-3 ans. Voilà. Ouais. Et pour vous, le driver, ça reste quand même les matières premières. Enfin, s'il y a un axe stratégique là, en termes d'investissement pour, alors je sais pas, les prochains mois, les prochaines années, ça reste les matières premières. Alors c'est la difficulté de $15 de baisse sur le pétrole, c'est un point d'entrée. Enfin, j'en sais rien, mais c'est la difficulté de l'allocation. Je disais en fin d'année dernière qu'on ne ferait pas de choix sectoriel parce que c'est trop compliqué. Et je pense qu'il fallait être très très smart pour le coup cette année pour être sur les bons secteurs au bon moment. Si je raisonne à 3 à 5 ans, je sais que tout ce qui est matière première va être extrêmement porteur. Mais vous dire qu'aujourd'hui, je vais orienter des portefeuilles vers des matières premières ou de la value parce que je pense que dans 3 mois, ce sera mieux, je n'ai pas les éléments pour ça. Donc je vais rester d'abord avec de très faibles choix, beaucoup de patience, et essayer d'attendre que cette transformation s'opère, cette transformation vers une société plus inflationniste, comment les banques centrales vont se comporter par rapport à
ça à l'intérieur du cycle économique, etc. Vous voyez 2022 comme une année d'ajustement ou de transition par rapport à ce qui nous attend plus tard. Voilà, plutôt consolidation sur les marchés d'actions avec certainement des opportunités. Je ne suis pas du tout catastrophiste, mais je ne peux pas prendre de décision significative en termes d'allocation pour le moment. Je reviens à 1,05 sur l'euro-dollar. Ça implique effectivement, comme vous le disiez, Olivier, que la BCE ne fasse rien à travers 2022. Est-ce qu'elle sera toujours aussi en retard, notamment par rapport à la Fed, pardon. Parce qu'on voit quand même que la tension dans les débats est très vive. Hein. Là, on parle d'inflation. La BCE, c'est quand même l'inflation. On m'a cité 2 fois Jean-Claude Trichet la semaine dernière. Pour me rappeler que, comme disait Jean-Claude Trichet, la BCE n'a qu'une seule aiguille dans son compas, c'est l'inflation. Donc on voit que les débats sont animés par ça en Europe. Oui, mais les débats, de toute façon, dès lors qu'on parle on peut en débattre. Mais... Dès lors qu'on parle d'inflation, on a débat aussi, vraisemblablement dans toutes les banques, les banques centrales. Hein. Mais effectivement, on est d'avis que la Banque Centrale Européenne ne va pas faire grand-chose, ne va pas souhaiter durcir les conditions financières dans un environnement où l'économie européenne certes est relativement dynamique, avec un marché de l'emploi qui est là aussi plutôt assez bien normalisé. Pour autant, on a des fragilités structurelles sur cette zone euro qui restent très importantes, avec une croissance potentielle qui est a priori assez basse. Hein, on est plutôt autour de 1% de croissance potentielle, et un stock de dette, en particulier public, qui reste très important. Donc on voit mal ce qui peut... précipiter un durcissement de la Banque Centrale Européenne au cours de ces prochains mois. Et on sera, à notre avis, traditionnellement, on retrouvera le schéma traditionnel d'une déconnexion entre la Banque Centrale Américaine et la Banque Centrale Européenne. Est-ce que ça implique, alors vous le disiez, vous restez plutôt favorable aux actions en général l'an prochain, le 1,05 sur l'euro-dollar, est-ce qu'il reflète, est-ce que ça implique que ce sera bon, très bon pour les actions européennes en relatif par rapport aux actions américaines ? C'est pas évident, puisque ce n'est pas ce qui s'est passé cette année. Donc vous avez peu ou prou les mêmes performances entre actions européennes et actions américaines. Si vous rajoutez le dollar, vous avez une surperformance des actions américaines de l'ordre de 10 points par rapport aux actions européennes. Donc ce n'est pas évident. Notre stratégie d'investissement pour l'année prochaine, c'est une stratégie où on continue de privilégier la classe d'actifs actions, un peu moins que cette année, tout de même, en considérant que l'espérance de rendement va vraisemblablement aller vers l'espérance de rendement de moyen terme de la classe active action, qui est plutôt entre 5 et 6%. Donc ça, c'est le premier message. Deuxième message, on continue de sous-pondérer la classe d'actifs obligataires, et en particulier les obligations d'État, évidemment. Et puis, troisième élément, on conserve une bonne diversification et un bon équilibre entre les différentes régions et les différents secteurs, parce que chaque région et chaque secteur a ses forces et faiblesses. Ses moteurs intrinsèques, c'est ce que vous disiez à travers la dispersion qu'on a pu observer quand cette année 2021. Conclusion sur les actions européennes, non, je ne sais pas. Sur la partie émergente, c'est vrai que là on parlait de il y a un rôle évidemment sur les émergents. C'est sûr que les émergents, quand on regarde, c'est assez graphique. Quand vous regardez un panier d'émergents, des gros indices MSCI émergents autres, c'est très régulier, c'est un biseau qui baisse, l'effet dollar probablement qui joue un peu là-dessus. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder. À un moment donné, si l'euro commence à repartir un petit peu, le dollar faiblir un petit peu, et puis qu'on voit le panier émergent commence à sortir par le haut de ce biseau, très probablement, il y aura là enfin un signal qualitatif sur les émergents. C'est sûr que là, tout le monde mange son pain noir. La Turquie, n'en parlons pas. Et la Chine aussi, on en a parlé tout à l'heure. L'Amérique du Sud, c'est un peu plus calme en ce moment. Mais voilà, on a l'impression que ce n'est pas la panique non plus sur les émergents. Même cette notion de tapering ou autre, ça se passe correctement pour les émergents. Ça n'a pas performé cette année. Mais on n'a pas l'impression, même graphiquement, vous regardez un indice émergent sur 5-6 ans, on a l'impression que c'est des pullbacks, qu'on vient de tester d'anciennes zones un peu hautes auparavant, mais que c'est plus des tests et qui collent bien à la narration actuellement et le dollar ou autre, mais ce n'est pas des zones de panique pour autant. Donc, bien surveiller ce biseau, puis dès qu'on commence à sortir par le haut, très probablement un signe qualitatif et assez durable de reprise pour les actions émergentes. Bon, on verra si l'appétit revient pour les actions émergentes d'ici la fin de l'année ou en début d'année 2022. Enfin voilà, on est dans les stratégies pour 2022 avec vous, messieurs. Merci beaucoup. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, Olivier Rajard, directeur des investissements de Neuflis OBC, et Julien Nebenzal, président de Futuriem, nous accompagnaient pour Planète Marché dans Smart Bourse sur Bismart.
Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et on s'attaque ce soir à un grand thème de marché. On va regarder les enjeux pour le marché des matières premières en 2022. Nous en parlons avec Benjamin Louvet à mes côtés en plateau. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes gérant matières premières chez Ophi Asset Management. Oui, je disais les enjeux pour les matières premières en 2022, mais commençons déjà peut-être par les enjeux immédiats, par l'actualité immédiate. Bon, une crise énergétique majeure qui ne se résout pas, qui frappe l'Europe, plus encore que d'autres parties du monde aujourd'hui. L'Asie aussi, pas mal. L'Asie aussi, on a vu des usines en Chine qui refermaient pour cause de coûts, effectivement, de l'électricité. Alors que le monde cherche à accélérer sa transition énergétique, bon, on va dire que les intentions sont toujours là, on l'a vu avec la COP26, on peut imaginer quand même que les efforts s'intensifient, ne serait-ce que du point de vue des entreprises, des corporates. Comment est-ce que ce cocktail va se matérialiser pour la suite? Quelles sont les implications là, de cette crise énergétique majeure dans le sillage de la transition énergétique qu'on connaît et qu'on va connaître dans les prochaines années? À court terme, j'ai peur que ça ne nous aide pas beaucoup en termes de croissance. L'AIE disait encore cette semaine que les objectifs climatiques s'éloignaient progressivement. L'AIE, c'est quand même l'organisme qui conseille les pays de l'OCDE sur leur stratégie énergétique, donc c'est pas une très bonne nouvelle. Le problème, c'est quoi? C'est que on a voulu faire une transition et que cette transition, à mon avis, vu qu'on n'a pas l'habitude, je rappelle, aujourd'hui encore, 80% de notre énergie primaire consommée, c'est de l'énergie fossile. Et on a jusqu'à maintenant fait que de l'accumulation énergétique. Là, il faut qu'on passe à une transition énergétique. Il faut qu'on se débarrasse donc de ces 80% de notre ressource énergétique en 30 ans. Et dont la moitié, même 55%, l'engagement de l'Europe, d'ici 2030. Donc c'est un changement colossal. Le problème, c'est que pour aborder ce changement, on a peut-être pris le problème un peu dans le mauvais sens. C'est-à-dire que la première chose qu'on a fait, c'est de contraindre l'offre. En essayant d'orienter les investissements vers d'autres énergies, ce qui est très bien, mais en ne faisant en même temps aucune action sur la demande. Résultat, cette semaine, l'agence américaine à l'énergie a publié des chiffres qui montrent que la consommation, la semaine dernière, aux États-Unis, a établi un nouveau record. On a une consommation de pétrole qui, si le variant Omicron nous fiche un peu la paix, devrait atteindre potentiellement un nouveau plus haut l'année prochaine, et alors même qu'on a encore des activités qui sont encore loin d'être revenues à la normale. Si je prends le secteur aérien, on est encore très loin de la normale. Et comme on a contraint l'offre et que la demande repart, on se retrouve dans une situation où il est difficile de voir comment les prix du pétrole pourraient durablement baisser. En plus de ça, l'OPEP a été très clair sur le sujet. Lors de sa dernière réunion, ils ont augmenté leur production, mais la fin de la réunion s'est terminée par une session qui reste ouverte. Et donc, le ministre d'optionnalité, là aussi, le ministre du pétrole saoudien a clairement dit qu'il avait tous les jours ses collègues au téléphone et qu'il se tenait prêt à réagir si besoin. Donc on est vraiment dans une situation où... Et le ministre saoudien a également dit les investisseurs ont eu leur cadeau de Thanksgiving à Thanksgiving, il n'y aura pas de deuxième Thanksgiving. Donc il avait déjà dit il y a quelques mois, si les spéculateurs spéculent à la baisse du pétrole, nous leur ferons la peau. Il n'a pas dit exactement comme ça, il était beaucoup plus policier que ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Donc on a un prix du pétrole qui, je ne vois pas comment il pourrait pas ne pas continuer à monter, au moins pendant l'hiver. Là, il a baissé de $15 quand même, le prix du pétrole. On devrait donc sur les niveaux actuels, vous dites, pour répliquer encore une jambe de baisse comme celle qu'on vient de connaître, ce serait toute chose égale par ailleurs, sans Omicron. Très bien. Et s'il y a Omicron, par contre, je voudrais être très précis sur ce sujet, je vois mal comment, vu la réactivité affichée actuellement de l'OPEP, comment on pourrait reconnaître la crise qu'on a connue en 2020. C'est-à-dire que pour moi, le prix du pétrole pourra difficilement descendre sous les $50, voire les 45. D'accord. Il ne faut pas espérer plus. Ils sont clairement aux affaires. Donc pour moi, on devrait finir l'hiver, si on n'a pas de crise épidémique majeure, aux alentours des 80 à 85 $ le baril. Avant une phase d'accalmie, parce qu'on est une période où on consomme un peu moins, et les raffineries sont en maintenance avant de rentrer dans la période d'été, etc. Et possiblement au deuxième semestre 2022, on pourrait voir les 100 $ le baril, parce que on n'a pas fait assez d'investissements, parce qu'on a une consommation qui repart et qu'on a contraint l'offre. Donc, on est dans une situation qui est compliquée. Sur la crise plus généralement actuelle, je reviens à ma problématique de contrainte de l'offre. On a voulu commencer à réduire l'utilisation du charbon et on a développé l'utilisation du gaz. On a fermé des moyens de production pilotables, notamment en Europe. Chaque pays a fait sa politique dans son coin en se disant « je pourrais compter sur les importations des autres ». Le problème, c'est qu'on n'a plus assez d'énergie pilotable. Or, cette année, on a eu plus de capacités renouvelables
installés en activité que l'année dernière, et la production des renouvelables a été plus faible que l'année dernière. Donc on a eu un vrai sujet. Donc les prix de l'électricité s'envolent et on a des stocks de gaz qui sont très faibles pour la période. Au 31 décembre, on devrait avoir des stocks de gaz qui sont normalement ce qu'on a fin janvier. Donc si on a un hiver froid au mois de janvier, en plus on a eu des annonces de fermeture inopinées de la part de EDF, on pourrait se retrouver avec des prix qui montent beaucoup. Aujourd'hui, les prix de l'électricité pour le mois de janvier, c'est plus de 500 € du mégawattheure. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2020, on était entre 20 et 50 € du mégawattheure. Donc on est sur des hausses de prix qui sont inédites. C'est des prix qu'on n'a jamais vus. Bon, ça veut dire déjà que, c'est plus qu'une crise énergétique aujourd'hui. Enfin, il y a peut-être le sous-jacent d'une crise économique pour un certain nombre de secteurs d'industrie aujourd'hui. Et l'autre question, c'est est-ce que ce genre d'épisode... Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce genre d'épisode se répète désormais dans le temps, notamment du point de vue européen ? Il va falloir faire face de pragmatisme. On a commencé à annoncer... Je vous rappelle qu'en France, on doit encore fermer 14 réacteurs d'ici 2035, dont les premiers à partir de 2027 ou 2028. Donc on réduit encore les moyens de production pilotables. L'Allemagne doit fermer ses 3 derniers réacteurs nucléaires dans les 15 prochains jours. Donc on est dans une situation où ces moyens pilotables ne vont faire que baisser. Or, les solutions alternatives ne sont pas prêtes. Donc on n'a que 2 solutions. Et à mon avis, 2 solutions qu'il va falloir faire en même temps. C'est une phrase bien aimée et bien connue aujourd'hui. Donc en même temps, il va falloir accélérer sur la transition énergétique pour avoir des moyens alternatifs de production. Et on peut dire que de ce point de vue-là, les projets à financer n'ont jamais été aussi importants quand même. Oui, mais on est encore très très loin de l'échelle. D'accord, oui, bien sûr, mais je vous donne juste un chiffre. C'est pas linéaire, ça accélère quand même le nombre de projets à financer dans le domaine des énergies renouvelables. L'Agence internationale à l'énergie dit dans son rapport de mai, qui fixe la feuille de route pour respecter l'accord de Paris, d'ici 2030, tous les ans, il faut installer dans le monde 630 gigawatts de solaire. Cette année, en 2020, on a installé 130 gigawatts. Donc il faut multiplier par 5 les installations tous les ans. Donc, et c'est quand je vous dis qu'il faut accélérer, il faut accélérer. Et dans le même temps, étant donné que pour mettre en place des parcs solaires, des parcs éoliens onshore, il faut 5 à 7 ans. Un parc éolien offshore, c'est 11 ans. Une centrale nucléaire, c'est 15 ans. Eh bien, on a la période de 5 à 6 ans qui viennent, qui va être très dure à passer. Et donc, je ne vois pas comment on fera l'économie, et c'est un aveu d'échec, de réinvestir dans les énergies fossiles à court terme pour pouvoir arriver à répondre à notre besoin d'énergie. Sinon... Le gaz étant l'énergie intermédiaire qui permettra de passer cette transition. L'énergie moins sale pour produire de l'électricité. Et donc, c'est quelque part, si on a une urgence, c'est de fermer les centrales à charbon. Et donc le gaz peut être un élément. Mais le problème, c'est que le gaz, aujourd'hui, du coup, la demande explose de partout. Et donc, les problèmes qu'on est en train de connaître cet hiver, c'est le deuxième hiver qu'on les connaît. Ils étaient déjà un peu existants l'année dernière. Ils sont plus graves cette année. Et je rappelle que Barbara Pompili a dit hier, il n'y aura pas de blackout général. Ce qui veut dire qu'on entend bien qu'il pourrait y avoir pas de blackout général, des blackouts tournants. Ce qu'on appelle des blackouts tournants pour faire face. Pour soulager. Donc c'est relativement grave. Et on a une situation qui va s'aggraver dans les années suivantes si on continue sur le chemin qu'on a affiché. Donc c'est relativement compliqué et je ne vois pas comment on va pouvoir passer cette période-là sans réinvestir à un moment dans le secteur pétrolier. Et pour ça, il faut que les prix soient plus élevés. Donc il va y avoir une hausse des prix. Tout ça, donc soit ça contraint la production économique parce qu'on n'a pas assez d'énergie, soit ça contraint la production économique parce qu'on doit avoir des prix plus élevés si on veut arriver à équilibrer l'offre et la demande. Il nous reste 4 minutes, alors je passe du coq à l'âne, Benjamin, mais comme vous avez un spectre d'expertise large autour des matières premières, je voulais qu'on dise un mot quand même des métaux précieux. Vous avez le fonds Precious Metal chez Ophi Asset Management. Pourquoi est-ce que les précieux ont si mal fait cette année ? Je pense à l'or, évidemment, qui est l'emblème de cette catégorie des métaux précieux, Benjamin. Vous m'avez toujours expliqué que plus les taux d'intérêt réels étaient négatifs, plus c'était favorable à l'or. Alors, je vais dire juste 2 mots d'abord des 2 métaux précieux qui ont le moins bien performé cette année, le platine et le palladium. Eux, ils sont touchés par une situation conjoncturelle importante, c'est que ces métaux sont très utilisés dans la production automobile. La crise des semi-conducteurs fait que la production automobile a baissé, et donc la demande de ces métaux a baissé. On les utilise pour les pots catalytiques, pas de voiture, pas de pots catalytiques. Ça, c'est compréhensible. Juste pour rappel, le palladium en juin, c'était 3 000 $ l'once, c'était un nouveau plus haut historique. Personne n'avait vu venir la baisse de prix, et pour moi, cette baisse est purement conjoncturelle. Le marché va être en déficit cette année, malgré la baisse de production, et sera en déficit l'année prochaine. Donc pour moi, on va voir les prix de ce métal remonter. Le platine est touché dans une moindre mesure. Sur l'or, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que c'était déjà arrivé par le passé. On est dans une année de transition de politique monétaire. Et en fait, les investisseurs ont tendance à se mettre sur le côté avant de comprendre exactement où on va. Et la réunion de la Fed de la semaine dernière a été très riche d'enseignements là-dessus.
Powell annonce un tapering plus rapide, annonce 3 hausses de taux l'année prochaine, 3 hausses de taux en 2023, et le cours de l'or prend 2% le lendemain. Voilà. Parce qu'on a une clarté et une clarification de la situation, et on sait que les taux d'intérêt réels vont rester bas parce que ces hausses de taux, elles vont de pair avec une inflation plus élevée, et donc on sait que les taux réels vont rester négatifs, et donc les investisseurs reviennent sur l'or. Je donne juste un élément qui pour moi est très important. Ceux qui connaissent le mieux les politiques monétaires, c'est qui ? C'est les banques centrales. Les banques centrales sont de retour à l'achat sur l'or cette année. Elles ont acheté depuis le début de l'année presque 400 tonnes d'or à la fin du 3e trimestre et elles continuent. La Pologne a annoncé qu'elle voulait acheter 100 tonnes d'or l'année prochaine. Quand on les interroge, un sondage qui a été fait en juillet, 21% d'entre elles annoncent qu'elles veulent augmenter leurs réserves d'or sur les 12 prochains mois. Et ça, c'est nouveau, Benjamin ? Ou est-ce que c'est, j'allais dire, le business as usual des banques centrales qui pilotent, qui gèrent leur stock ? Alors, les banques centrales étaient vendeuses d'or net jusqu'à 2005, 2006. Ouais. Depuis, elles sont devenues acheteuses d'or net. Et depuis 2018-2019, on a connu 2 années records d'achat de plus de 650 tonnes. Et quand on leur demande pourquoi, c'est taux d'intérêt réel négatif. Et là, elles continuent. Et quand on leur demande pourquoi, taux d'intérêt réel durablement négatif. Et l'or a une autre vertu, c'est qu'il n'est la dette de personne. Donc, il ne fait pas faillite. Et donc, quand je vois les banques centrales qui s'intéressent à ce métal aujourd'hui, alors qu'elles n'ont plus de raison d'en avoir, dans le contexte économique global qu'on a, de dette, d'endettement très élevé des États, de taux négatifs qui rendent difficile de remonter ces taux parce que la dette est très importante, de crainte éventuellement sur les remboursements vu le niveau des dettes, eh bien, je me dis que si les banques centrales font ça, c'est peut-être pas complètement sot pour un investisseur particulier aussi de réfléchir à avoir de l'or dans son portefeuille, même si cette année de transition a rendu les choses compliquées. Oui, c'est pas que l'or a... Oui, l'or n'a rien fait, l'or n'a pas baissé. Il a perdu 6-7%. D'accord. Voilà, D'accord. Mais c'est pas du tout ce qu'on attendait. Il faut être très honnête, on s'attendait à une appréciation avec la hausse des taux, mais le changement de discours de la politique monétaire a été très néfaste. Mais on a connu ça par le passé, c'est une phase de transition et les investisseurs ont besoin de visibilité pour venir sur un produit. Et donc, ils ont pris un peu de recul. Et là, ils sont en train de revenir tranquillement. Les baisses d'investissement sur les ETF ont été très faibles. On est à fin du 3e trimestre, on était à 8% du plus haut des détentions d'ETF qui date du 4e trimestre 2020. D'accord. Donc, on reste sur des niveaux élevés. Et la demande de lingots, la demande de pièces est aussi très élevée. Et la demande de bijouterie est en train de revenir. Là, il y a eu une très très belle saison des mariages en Inde qui fait un rattrapage par rapport à l'année dernière. L'Inde devrait connaître cette année ses importations d'or les plus importantes depuis 6 ans. L'or en relatif au taux réel négatif, c'est toujours la même histoire. Et toujours si on est convaincu que les taux d'intérêt le driver négatifs vont rester durablement négatifs, il faut regarder ce qui se passe du côté de l'or. Merci beaucoup pour vos remarques de fin d'année, Benjamin Louvet, qu'on retrouve régulièrement pour parler matières premières avec nous, gérant matières premières chez Ophi Asset Management, invité de quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.